bonsoir, et bienvenue dans ce voyage lent et silencieux, à travers la vie sur Terre. Il n'y a rien à faire, aucun effort à fournir, aucun endroit où aller. Simplement, écouter, respirer doucement, et laisser les mots glisser, comme une vague calme. Ce soir, nous allons explorer quelque chose de familier et pourtant profondément mystérieux, la vie. Pas la vie humaine, mais la vie dans toute sa diversité, invisible, immense, ancienne, la vie qui se cache sous nos pieds, dans l'air, dans l'eau et dans des endroits que nous n'imaginons même pas, car la Terre n'est pas seulement une planète, c'est un monde vivant, un système complexe où chaque chose, même la plus petite, joue un rôle. Mais pour comprendre la vie, il faut remonter très loin, très très loin, à une époque où rien de ce que nous connaissons n'existait. Pas d'arbres, pas d'animaux, pas d'océans tels que nous les voyons aujourd'hui. Seulement une planète jeune, instable, brûlante. Et pourtant, c'est ici, dans ce chaos, que tout a commencé. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la vie était née dans des eaux calmes, sous un soleil doux. Mais aujourd'hui, une autre hypothèse émerge, plus étrange, plus inattendue. Certains pensent que la vie a commencé dans l'obscurité totale, au fond des océans, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais. À des kilomètres sous la surface, il existe des structures étonnantes, des cheminées naturelles appelées sources hydrothermales. Elles libèrent une eau extrêmement chaude, chargée de minéraux, venant directement des profondeurs de la Terre, un environnement qui semble hostile, trop chaud, trop sombre, trop extrême. Et pourtant, c'est peut-être là que la vie a commencé, car dans ces lieux, la chimie est active, très active. Les minéraux, les gaz, la chaleur, tout se mélange et crée des conditions uniques. Certains scientifiques pensent que ces environnements ont servi de premiers laboratoires naturels, des endroits où des molécules simples ont commencé à s'assembler, à se transformer, à devenir de plus en plus complexes, jusqu'à franchir une limite, invisible mais essentielle, le passage entre matière et vie. Mais ce qui rend cette idée encore plus fascinante, c'est que ces lieux existent encore aujourd'hui, et ils ne sont pas vides. Au contraire, ils sont remplis de vie, des créatures étranges, souvent inconnues, qui vivent sans lumière, sans soleil, sans plantes. Ici, la vie ne dépend pas de la photosynthèse, mais d'un autre processus, la chimiosynthèse. Des bactéries utilisent l'énergie chimique des minéraux pour produire de la nourriture, et toute une chaîne de vie se construit autour d'elles. Des vers géants, des crabes aveugles, des poissons translucides, tous adaptés à cet environnement extrême. C'est un monde silencieux, un monde sombre, mais un monde vivant. Et cela change complètement notre vision, car cela signifie que la vie n'a pas besoin de lumière pour exister. Elle peut naître dans l'obscurité. Elle peut se développer dans des conditions extrêmes. Elle peut s'adapter. Mais cela pose aussi une question. Si la vie peut exister ici, dans ces profondeurs, sur Terre, alors pourrait-elle exister ailleurs, dans les océans glacés d'Europe, une lune de Jupiter ou sous la surface de Mars? Mais pour l'instant, restons ici, sur Terre, car même ici, les mystères sont encore nombreux, car la vie ne s'est pas seulement adaptée à la chaleur ou à l'obscurité, elle a appris à survivre à presque tout. Dans le silence de l'hiver, lorsque la température chute et que le monde semble s'endormir, la vie ne disparaît pas toujours. Parfois, elle ralentit, parfois, elle s'arrête presque. Mais elle ne meurt pas, car certaines créatures ont développé une capacité étonnante. Elles peuvent survivre au froid extrême, même lorsqu'elles sont complètement gelées. Imagine un instant, ton corps immobile, ton cœur arrêté, ton sang figé. Et pourtant,
la vie est encore là, suspendue, en attente. Chez certains animaux, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Dans les forêts d'Amérique du Nord vit une petite grenouille, discrète, silencieuse, mais extraordinaire. La grenouille des bois. Lorsque l'hiver arrive et que les températures descendent sous zéro, son corps commence à changer, son cœur ralentit, puis s'arrête, sa respiration cesse, son sang ne circule plus et peu à peu, l'eau contenue dans ses cellules gèle. Elle devient littéralement un bloc de glace, mais elle ne meurt pas, car son corps produit une substance particulière, du glucose, en grande quantité. Ce glucose agit comme un antigel naturel, il protège ses cellules, empêche les structures internes d'éclater et permet à la vie de rester intacte. Pendant des semaines, voire des mois, la grenouille reste figée, invisible, silencieuse, comme si elle n'existait plus. Puis, le printemps arrive, la température remonte, la glace fond, et, lentement, son cœur recommence à battre, sa respiration revient, ses cellules se réveillent, et la grenouille reprend sa vie, comme si rien ne s'était passé. Ce phénomène peut sembler incroyable, mais elle n'est pas seule. De nombreux insectes utilisent des stratégies similaires. Certains produisent des protéines spéciales, d'autres remplacent l'eau dans leur corps par des substances protectrices. Certains peuvent survivre à des températures extrêmes, bien en dessous de zéro, mais il existe encore plus surprenant. Certaines formes de vie peuvent survivre sans eau, sans nourriture, sans activité, pendant des années, parfois des décennies. Ces organismes entrent dans un état particulier, un état appelé cryptobiose, un état où la vie est presque arrêtée. Le métabolisme chute, jusqu'à devenir presque nul, les réactions chimiques ralentissent, les fonctions vitales s'arrêtent, mais l'organisme reste intact, prêt à reprendre vie, dès que les conditions redeviennent favorables. Parmi ces créatures, il en existe une, presque invisible, mais célèbre, le tardigrade, aussi appelé ourson d'eau, un minuscule animal à 8 pattes, presque microscopique, mais incroyablement résistant. Lorsque l'environnement devient hostile, le tardigrade se déshydrate, son corps se contracte. Il entre dans un état de dormance, presque une mort apparente, mais ce n'est pas la fin, c'est une pause. Dans cet état, il peut survivre à des conditions extrêmes, le froid intense, la chaleur extrême, la pression énorme, le vide de l'espace, même les radiations, des conditions qui détruiraient presque toute autre forme de vie. Et pourtant, il survit, et lorsque l'eau revient, lorsqu'il est réhydraté, il se réveille. Comme si rien ne s'était passé, il reprend ses mouvements, sa vie, son existence, comme si le temps n'avait pas compté. Mais ce phénomène nous apprend quelque chose d'essentiel. La vie n'est pas fragile, elle est adaptable, flexible, créative. Elle peut ralentir, s'arrêter, se transformer. Mais elle trouve toujours un moyen de continuer. Et cela change notre perception, car nous pensons souvent que la vie est limitée, fragile, dépendante de conditions précises. Mais en réalité, elle peut exister dans des états inattendus, dans des formes silencieuses, presque invisibles, mais bien réelles. Et cela pose encore une question. Si la vie peut survivre au gel, à la sécheresse, au vide, alors quelles sont vraiment ses limites? Il existe sur Terre des endroits où la lumière ne parvient jamais, des régions profondes, silencieuses, presque immobiles, des mondes cachés sous la surface des océans. À mesure que l'on descend, la lumière diminue, les couleurs disparaissent, le bleu devient sombre, puis noir. À partir d'un certain point, le soleil n'existe plus. C'est une obscurité totale, un noir profond, permanent. Mais malgré cette absence de lumière, la vie est là, présente, adaptée, étonnante. Dans ses profondeurs, la pression est immense, des centaines de fois supérieure à celle que nous connaissons. La température est froide, le silence est total,
Et pourtant, un monde entier existe ici, un monde que peu d'humains ont vu, mais que la nature a rempli de formes étranges. Certaines créatures produisent leur propre lumière, un phénomène appelé bioluminescence, une lumière douce, bleutée, parfois verte, parfois presque invisible, mais réelle. Dans l'obscurité, ces lumières apparaissent comme des étoiles, des points lumineux qui flottent lentement. Certaines créatures utilisent cette lumière pour attirer leur proie, comme le poisson pêcheur, une créature étrange avec une petite lampe naturelle qui pend devant sa bouche. La lumière attire, la proie s'approche et en un instant, elle disparaît. Mais d'autres utilisent la lumière pour communiquer, pour se reconnaître ou même pour se cacher. Certaines espèces peuvent modifier leur lumière, la rendre plus intense ou au contraire, l'éteindre complètement. Mais dans ce monde, la nourriture est rare, très rare. Il n'y a pas de plantes, pas de photosynthèse. La vie dépend de ce qui descend, de la surface, des fragments, des restes, une pluie lente, appelée parfois neige marine, des particules qui tombent lentement dans les profondeurs et qui nourrissent les créatures qui attendent. Mais certaines zones sont encore plus isolées, des fosses océaniques très profondes, comme la fosse des Mariannes, un des endroits les plus profonds sur Terre, plus de 10 km sous la surface. Un monde inaccessible, mais même là, la vie existe, des organismes minuscules, mais résistants, capables de supporter des pressions extrêmes. Mais dans ces environnements, les formes sont différentes, les corps sont mous, souples, adaptés. Certains animaux sont presque transparents, d'autres ont des formes inhabituelles, des yeux énormes, ou au contraire, pas d'yeux du tout, car dans l'obscurité, voir n'est pas nécessaire, mais ressentir devient essentiel. Les vibrations, les mouvements, les changements dans l'eau, tout devient un signal. Mais malgré cette étrangeté, ce monde est stable, calme, lent. Les mouvements sont rares, les interactions silencieuses. Mais cette vie nous montre quelque chose d'important. La lumière n'est pas essentielle, la chaleur n'est pas essentielle, la vie peut exister autrement. Mais cela nous rappelle aussi à quel point notre vision est limitée, car la majorité de la vie sur Terre se trouve dans les océans, et une grande partie dans ses profondeurs, invisibles mais réelles. Mais ces créatures ne sont pas seulement adaptées à l'obscurité, elles ont développé des stratégies uniques pour survivre, pour chasser, pour se protéger. Dans la nature, survivre ne dépend pas toujours de la force, ni de la vitesse, ni même de la taille. Parfois, survivre signifie simplement ne pas être vu, se fondre, disparaître, devenir invisible sans réellement l'être. Car dans de nombreux environnements, être visible peut être dangereux, attirer l'attention peut être fatal. Alors la nature a développé une stratégie subtile, le camouflage, une manière de se cacher sans bouger, sans fuir, mais en devenant une partie du décor. Dans les forêts, certains insectes ressemblent à des feuilles, pas seulement par leur couleur, mais aussi par leur forme, leur nervure, leurs détails. Certains semblent même abîmés, avec des trous, des imperfections. Comme de vraies feuilles, ils ne bougent pas, ils ne brillent pas, ils sont là, mais invisibles. Dans les océans, le camouflage prend une autre forme. Certaines créatures changent de couleur, instantanément, comme les poulpes, les seiches ou les calmars. Leur peau contient des cellules spéciales, des chromatophores. Ces cellules peuvent s'ouvrir, se fermer, modifier les couleurs, les motifs, les textures. En une fraction de seconde, un poulpe peut passer d'une couleur uniforme à un motif complexe, imitant les roches, le sable ou même d'autres animaux.
Mais ce n'est pas seulement une question de couleur. Certains peuvent aussi changer leur texture. Leur peau devient rugueuse ou lisse, comme l'environnement. Mais le camouflage peut aussi être comportemental. Certains animaux ne changent pas d'apparence, mais ils changent leur manière de bouger. Ils imitent, ils reproduisent le mouvement d'une feuille dans le vent, d'une branche, d'une algue. Ils deviennent une illusion. Mais il existe aussi une autre stratégie, plus surprenante. La transparence. Dans les océans, de nombreuses créatures sont presque invisibles. Leur corps laisse passer la lumière. Elles n'ont pas de couleur, pas de forme apparente. Elles flottent, silencieuses, presque absentes, mais bien présentes. Dans ces environnements, la transparence est une protection, car si l'on ne peut pas voir, on ne peut pas attaquer. Mais le camouflage peut aussi être actif. Certaines espèces utilisent la lumière pour se cacher dans les profondeurs où la lumière vient d'au-dessus. Certains poissons produisent une lumière sous leur corps, une lumière douce, qui correspond exactement à la lumière venant de la surface. Ainsi, lorsqu'un prédateur regarde vers le haut, il ne voit pas une silhouette, mais une continuité. Le poisson disparaît. Mais le camouflage ne sert pas seulement à se protéger, il sert aussi à chasser. Se cacher permet de s'approcher, sans être détecté, sans alerter. Mais au-delà de ces stratégies, le camouflage nous montre quelque chose. La nature ne choisit pas toujours la confrontation. Elle choisit parfois la discrétion, l'adaptation, la fusion. Mais cette idée va encore plus loin, car certaines créatures ne se contentent pas de se cacher. Elles imitent d'autres formes de vie, des espèces entières. Dans le monde naturel, se cacher n'est pas toujours suffisant. Parfois, il faut aller plus loin, ne pas seulement disparaître, mais devenir autre chose, imiter, copier, reproduire, adopter l'apparence ou le comportement d'un autre être vivant. Ce phénomène s'appelle le mimétisme, une stratégie étonnante, subtile et souvent presque parfaite. Dans certaines forêts, il existe des insectes qui ressemblent à des branches, pas seulement par leur forme, mais aussi par leur posture. Ils restent immobiles, alignés, comme une extension naturelle de l'arbre. Leur corps reproduit les irrégularités du bois, les fissures, les teintes, même les ombres, et lorsqu'ils bougent, ils le font lentement, comme une branche portée par le vent. Mais il existe une autre forme de mimétisme, plus complexe, plus stratégique. Certaines espèces imitent des animaux dangereux pour se protéger sans posséder leur puissance. Par exemple, certaines mouches ressemblent à des abeilles. Elles ont les mêmes couleurs, les mêmes rayures. Elles produisent même un bruit similaire en volant, mais elles ne piquent pas. Elles ne sont pas dangereuses. Et pourtant, les prédateurs hésitent. Ils reconnaissent les couleurs, les formes, et préfèrent éviter. Ce type de mimétisme est une illusion, une tromperie, mais une tromperie efficace, car elle joue sur la mémoire, sur l'expérience, sur la peur. Mais certaines imitations sont encore plus précises. Certaines espèces imitent non seulement l'apparence, mais aussi le comportement, les mouvements, les signaux. Dans les océans, certains poissons imitent d'autres espèces. Ils adoptent leur nage, leur rythme, leur attitude et se déplacent au milieu d'eux, sans être détectés. Mais ce mimétisme peut aussi être offensif. Certains prédateurs imitent des proies inoffensives ou même des partenaires pour approcher sans éveiller de suspicion. Un exemple étonnant, certaines espèces de poissons imitent des poissons nettoyeurs. Ces poissons nettoyeurs sont connus pour enlever les parasites. Sur d'autres poissons, ils sont acceptés, invités, mais les imitateurs profitent de cette confiance. Ils s'approchent et au lieu de nettoyer, ils mordent et disparaissent. Mais le mimétisme ne concerne pas seulement les animaux.
Les plantes aussi participent à ce jeu. Certaines fleurs imitent des insectes, leur forme, leur couleur, même leur odeur. Elles attirent ainsi des pollinisateurs qui pensent trouver un partenaire, mais ne trouvent qu'une illusion. Et pourtant, cela suffit, car le pollen est transporté, la reproduction se fait, et la plante survit. Mais ce phénomène nous montre quelque chose de profond. La nature ne fonctionne pas uniquement par force, mais par perception, par illusion, par stratégie. Mais ces stratégies ne sont pas conscientes, elles ne sont pas planifiées, elles sont le résultat de millions d'années d'évolution, d'essais, d'erreurs, d'adaptation. Mais elles sont incroyablement efficaces, car elles exploitent une chose essentielle, la manière dont les autres perçoivent le monde. Mais au-delà du mimétisme, il existe d'autres capacités, encore plus surprenantes. Certaines créatures peuvent modifier leur propre corps, pas seulement leur apparence, mais leur structure, leur fonction, leur identité biologique. Dans la nature, certaines transformations ne sont pas visibles au premier regard. Elles ne concernent pas seulement la couleur ni la forme extérieure. Elles sont plus profondes, plus silencieuses. Elles touchent l'intérieur même du corps. Car certaines formes de vie ne sont pas figées. Elles changent, elles évoluent au cours de leur propre existence, comme si leur identité n'était jamais complètement définie. Dans les océans, certaines espèces de poissons possèdent une capacité étonnante. Elles peuvent changer de sexe au cours de leur vie. Ce phénomène s'appelle le changement sexuel séquentiel, mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas aléatoire, c'est une adaptation, une réponse à l'environnement. Dans certaines espèces, tous les individus naissent mâles, puis certains deviennent femelles. Dans d'autres, c'est l'inverse. Mais pourquoi? Dans un groupe de poissons, l'équilibre est essentiel pour se reproduire, pour survivre. Si une femelle disparaît, un autre individu peut changer, prendre sa place, adapter son corps, ses organes, ses hormones. Mais ce changement n'est pas superficiel, il est complet. Le corps se transforme. Les fonctions reproductives évoluent, le comportement change, tout s'ajuste pour répondre à un besoin. Un exemple célèbre, le poisson clown. Dans un groupe, il existe une hiérarchie, une seule femelle dominante, les autres sont mâles. Si la femelle disparaît, le mâle le plus dominant se transforme, il devient femelle et prend le rôle principal. Mais ce processus n'est pas unique. Dans de nombreuses espèces marines, ce phénomène existe, chez les mérous, chez les labres et bien d'autres, mais cette capacité nous montre quelque chose d'essentiel. La nature est flexible, elle ne suit pas toujours des règles fixes. Elle s'adapte, elle modifie, elle transforme. Mais ces transformations ne concernent pas seulement le sexe. Certaines créatures peuvent modifier leur corps pour survivre dans des environnements extrêmes, dans des situations critiques. Par exemple, certaines espèces peuvent ralentir leur métabolisme jusqu'à presque l'arrêter, comme si elles entraient dans une pause, un état de survie. Mais d'autres vont encore plus loin. Elles peuvent régénérer, reconstruire, réparer des parties entières de leur corps. Un animal fascinant, l'axolotl, une petite créature aquatique qui possède une capacité unique. Lorsqu'il perd un membre, il peut le faire repousser. Mais pas seulement, il peut régénérer ses organes, son cœur, sa moelle épinière, même certaines parties de son cerveau, sans cicatrices, sans défaut, comme si rien ne s'était produit. Mais ce processus n'est pas magique. Il repose sur des cellules particulières, capables de redevenir flexibles, comme au début de la vie, et de reconstruire exactement ce qui a été perdu. Mais cette capacité pose une question. Pourquoi certains êtres vivants peuvent se réparer ainsi, et pas d'autres, mais ces transformations
nous montrent une chose. Le corps n'est pas toujours une structure fixe. Il peut changer, s'adapter, se reconstruire. Mais dans certains cas, ces transformations sont encore plus discrètes, presque invisibles. Certaines créatures modifiaient leur fonctionnement interne, leur chimie, leur manière de produire de l'énergie, pour survivre dans des conditions extrêmes. La vie, telle que nous la connaissons, semble suivre des règles simples. Respirer, manger, utiliser l'énergie. Mais en réalité, ces règles ne sont pas universelles. Elles changent, elles s'adaptent, elles se transforment selon les environnements. Car certaines formes de vie n'utilisent pas l'énergie comme nous. Elles ne dépendent pas du soleil, ni de l'oxygène, ni même de la nourriture, telle que nous l'imaginons. Dans les profondeurs de la Terre, dans les roches, dans les océans, il existe des organismes invisibles, silencieux, mais actifs, des microbes capables de choses étonnantes. Certains peuvent se nourrir de roches, oui, littéralement. Ils extraient de l'énergie, directement des minéraux, du fer, du soufre, d'autres éléments. Ces organismes utilisent des réactions chimiques. Ils prennent des électrons, des substances minérales et produisent de l'énergie. Un processus différent, mais efficace. Ces formes de vie sont appelées lithotrophes, des êtres vivants qui ne dépendent pas de matière organique, mais de la matière brute, de la terre elle-même. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils peuvent vivre dans des endroits où rien d'autre ne survit, sous la surface, dans des environnements sans lumière, sans plantes, sans animaux. Mais ce n'est pas tout. Certains microbes peuvent respirer autrement. Ils n'utilisent pas l'oxygène, ils utilisent des métaux, du fer, du manganèse, même de l'uranium. Ces éléments deviennent leur source d'énergie, comme si la respiration pouvait prendre une autre forme. Mais ces processus ont une importance immense car ils modifient l'environnement, ils transforment les roches, ils changent la chimie de la Terre, ils participent à des cycles invisibles, mais essentiels. Mais ces formes de vie nous montrent quelque chose. La vie ne dépend pas d'un seul modèle, elle peut exister de multiples façons. Elle peut utiliser des ressources inattendues, elle peut s'adapter à des conditions extrêmes. Mais ces microbes sont aussi anciens, très anciens. Certains ressemblent aux premières formes de vie sur Terre. Ils nous donnent un aperçu du passé, d'une époque où l'oxygène était rare, où la vie était différente, mais ils nous donnent aussi un aperçu du futur, car si la vie peut exister dans ces conditions, alors elle pourrait exister ailleurs, sur d'autres planètes, dans d'autres environnements. Mais revenons à la Terre, car même ici, les mystères continuent, car la vie ne se limite pas à ces microbes. Elle existe aussi dans des formes visibles, complexes, mais souvent invisibles à notre regard, car il existe un monde que nous portons en nous, un monde vivant, un monde actif, mais que nous ne voyons jamais. Il existe un monde que nous ne voyons jamais, un monde discret, silencieux, mais toujours présent, un monde qui vit avec nous, sur nous, et même en nous. Ce monde est microscopique, invisible à l'œil nu, mais incroyablement vaste. Il s'agit du microbiome, un ensemble de milliards de micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, qui vivent en permanence à l'intérieur de notre corps, mais aussi sur notre peau, dans notre bouche, dans notre système digestif, partout. Mais malgré leur taille, leur influence est immense, car ces micro-organismes ne sont pas des intrus, ils ne sont pas forcément dangereux. Au contraire, beaucoup d'entre eux sont essentiels. Ils participent à la digestion, ils aident à décomposer les aliments, à extraire les nutriments, à produire certaines vitamines, mais ce n'est pas tout. Ils jouent aussi un rôle
dans le système immunitaire. Ils aident le corps à reconnaître les menaces, à se défendre, à s'équilibrer. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces micro-organismes peuvent influencer le cerveau. Oui, il existe un lien entre le microbiome et nos pensées, nos émotions, notre comportement. Un lien appelé axe intestin-cerveau. Certaines bactéries produisent des substances chimiques, des neurotransmetteurs qui influencent l'activité du cerveau. Mais ce monde intérieur est en constante évolution. Il change selon ce que nous mangeons, selon notre environnement, selon notre mode de vie. Mais chaque personne possède un microbiome unique, comme une signature, un équilibre personnel. Mais ce monde n'est pas isolé. Il interagit avec le monde extérieur, avec l'air, avec les objets, avec les autres êtres vivants. Mais malgré son importance, il reste invisible, silencieux, mais actif à chaque instant. Mais le microbiome ne se limite pas à l'humain. Il existe partout, dans le sol, dans l'eau, sur les plantes, dans les océans. Mais ces micro-organismes jouent un rôle essentiel. Ils recyclent, ils décomposent, ils transforment, ils maintiennent l'équilibre. Sans eux, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Mais ce monde nous rappelle quelque chose. La vie n'est pas toujours visible. Elle peut être discrète, silencieuse, mais profondément essentielle. Mais au-delà de ce monde microscopique, il existe aussi des formes de vie qui communiquent, qui interagissent, qui échangent des informations, mais sans voix, sans son, sans mots. Dans le silence de la nature, tout semble immobile, calme, paisible, mais en réalité, un échange constant a lieu, invisible, silencieux, mais bien réel, car les êtres vivants ne sont pas isolés, ils communiquent, mais pas toujours comme nous, pas avec des mots, pas avec des sons, mais avec des signaux, des substances, des vibrations, des changements, presque imperceptibles. Dans les forêts, les arbres semblent immobiles, ancrés, séparés, mais sous la surface, un réseau existe, un réseau discret, mais immense, un réseau de racines, connectées entre elles, et surtout, reliées par des champignons. Ces champignons forment des filaments, fins, presque invisibles, appelés mycélium. Ils relient les racines de différents arbres, parfois sur de grandes distances. Ce réseau est souvent appelé le Wood Wide Web, un réseau naturel, sans technologie, mais fonctionnel, car à travers ce réseau, les arbres échangent des nutriments, de l'eau, mais aussi des informations. Lorsqu'un arbre est attaqué par des insectes, il peut envoyer un signal, un message chimique, à travers le réseau. Les autres arbres reçoivent ce signal et réagissent. Ils produisent des substances de défense avant même d'être attaqués. Mais ce n'est pas tout. Certains arbres peuvent soutenir d'autres arbres, plus jeunes, plus faibles. Ils leur envoient des ressources, comme une aide, une coopération. Mais ce réseau n'est pas limité aux arbres. Dans les océans, les créatures communiquent aussi, mais d'une autre manière. Certaines utilisent des signaux chimiques. Elles libèrent des substances qui sont détectées par d'autres organismes, comme un message invisible mais compréhensible. D'autres utilisent des vibrations, des mouvements, des variations dans l'eau, mais même les plantes peuvent communiquer. Certaines libèrent des molécules dans l'air lorsqu'elles sont attaquées. Ces molécules sont perçues par d'autres plantes qui déclenchent leur propre défense. Mais cette communication est lente, discrète, mais efficace. Mais ce phénomène nous montre quelque chose. La nature n'est pas silencieuse, elle parle, mais dans un langage différent, un langage que nous ne percevons pas toujours, mais qui existe. Mais cette communication ne sert pas seulement à se défendre, elle permet aussi de coopérer,
de s'adapter, de survivre, mais elle révèle aussi une interconnexion, un lien entre les êtres vivants. Mais cette idée peut changer notre perception, car elle montre que la nature fonctionne comme un ensemble, un système, où chaque élément influence les autres. Mais au-delà de cette communication, il existe aussi des comportements encore plus étonnants, des formes d'intelligence, des capacités qui semblent proches de la pensée. Lorsque l'on pense à l'intelligence, on imagine souvent le cerveau humain, la réflexion, le langage, la conscience. Mais dans la nature, l'intelligence prend d'autres formes, plus discrètes, plus silencieuses, mais parfois tout aussi étonnantes, car certaines espèces possèdent des capacités qui ressemblent à de la pensée, à de la mémoire, à de la décision, mais sans langage, sans culture humaine. Dans les forêts, les corbeaux observent, ils regardent, ils analysent, ils apprennent, ils peuvent reconnaître des visages humains, se souvenir de personnes pendant des années. Ils associent des expériences, ils partagent même ces informations avec d'autres corbeaux, comme une mémoire collective. Mais ce n'est pas tout. Ils utilisent des outils, des branches, des objets pour atteindre de la nourriture. Ils adaptent leurs méthodes, ils expérimentent. Mais dans les océans, l'intelligence est encore plus surprenante. Les dauphins communiquent de manière complexe. Chaque individu possède un son unique, comme un nom. Ils s'appellent, se reconnaissent, se répondent, mais ils coopèrent aussi, pour chasser, pour se protéger. Mais certains comportements semblent aller plus loin. Ils jouent, ils explorent, ils apprennent, mais une autre créature reste fascinante, le poulpe, un animal sans squelette, sans structure rigide, mais doté d'une intelligence étonnante. Il peut résoudre des problèmes, ouvrir des objets, s'échapper, changer de stratégie, observer et apprendre, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que son intelligence n'est pas centralisée. Une grande partie de ses neurones se trouve dans ses bras. Chaque bras peut agir de manière autonome, comme si le corps pensait en plusieurs endroits. Mais l'intelligence ne se limite pas aux animaux. Même des organismes simples peuvent prendre des décisions. Par exemple, les slime molds, des organismes sans cerveau, sans système nerveux, et pourtant, ils peuvent résoudre des problèmes, trouver des chemins, optimiser des parcours, comme s'ils réfléchissaient. Mais en réalité, ce sont des interactions, des réactions, des adaptations. Mais le résultat ressemble à de l'intelligence. Mais cela nous montre quelque chose. L'intelligence n'a pas une seule forme. Elle peut émerger de systèmes simples, de comportements collectifs, de réactions. Mais cette diversité élargit notre compréhension, car elle montre que penser n'est pas toujours ce que nous imaginons. Mais au-delà de l'intelligence, il existe une autre capacité, plus subtile, plus silencieuse, la mémoire, se souvenir. C'est une capacité que nous associons souvent à l'esprit, à la pensée, à la conscience. Mais dans la nature, la mémoire ne se limite pas au cerveau. Elle peut exister sous des formes plus discrètes, plus lentes, mais tout aussi réelles, car certaines formes de vie sont capables de retenir des informations, de modifier leur comportement en fonction du passé, sans réfléchir, sans décider, mais en s'adaptant. Par exemple, certaines plantes peuvent apprendre, oui, apprendre, même sans cerveau, même sans système nerveux. Une plante appelée Mimosa pudica réagit au toucher. Lorsqu'on la touche, ses feuilles se referment comme une protection. Mais si on répète ce geste, sans danger, encore et encore, la plante change, elle arrête de réagir, elle comprend que ce stimulus n'est pas une menace, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette mémoire peut durer. Même après plusieurs jours, la plante se souvient, elle ne réagit plus,
comme si elle avait appris. Mais ce type de mémoire n'est pas conscient. Il est biologique, chimique. Les cellules changent, les réactions évoluent. Mais le résultat est le même, une adaptation. Mais les plantes ne sont pas les seules. Certains micro-organismes peuvent aussi se souvenir. Ils modifient leur comportement en fonction de conditions passées. Ils anticipent, ils s'ajustent. Mais cette mémoire n'est pas stockée comme dans un cerveau. Elle est intégrée dans leur structure, dans leur fonctionnement. Mais même les arbres peuvent garder des traces du passé, dans leurs anneaux, dans leur croissance, dans leur chimie. Chaque année, chaque événement laisse une empreinte, une trace. Mais cette mémoire peut aussi être collective. Dans certaines espèces, les comportements sont transmis, non pas par apprentissage direct, mais par répétition, par adaptation, par sélection. Mais au-delà de ces formes biologiques, il existe une mémoire encore plus vaste, une mémoire inscrite dans la nature elle-même, dans les paysages, dans les roches, dans les océans. Mais cette mémoire est lente, très lente. Elle s'accumule, se transforme, mais elle raconte une histoire ancienne, mais toujours présente. Mais cela nous montre quelque chose. Le passé n'est jamais complètement perdu. Il laisse des traces, des influences, des adaptations, mais ces traces ne sont pas toujours visibles. Elles sont parfois cachées, silencieuses, mais actives. Mais cette idée nous mène à une autre question. Comment la vie s'adapte-t-elle au changement? Comment réagit-elle face aux défis? S'adapter, c'est une capacité essentielle, silencieuse, mais fondamentale, car la nature n'est pas stable, elle change, elle évolue, elle impose des défis, des contraintes, des transformations, et face à cela, la vie ne résiste pas toujours. Elle s'adapte, elle se transforme, elle trouve de nouvelles solutions. Mais cette adaptation ne se fait pas en un instant. Elle est lente, progressive, presque invisible. Elle s'étend sur des générations, des milliers, voire des millions d'années. Mais ses résultats sont visibles partout, dans les formes, dans les comportements, dans les capacités. Par exemple, dans les environnements extrêmes, la vie a trouvé des stratégies étonnantes. Dans les déserts, où l'eau est rare, certaines plantes stockent l'eau dans leurs tissus. Leurs racines s'étendent profondément, ou au contraire, restent proches de la surface pour capter rapidement la pluie. Mais certaines graines peuvent attendre des mois, des années avant de germer, jusqu'à ce que les conditions soient favorables. Mais dans les régions froides, d'autres adaptations apparaissent. Les animaux développent une fourrure épaisse, une couche de graisse, mais certains changent de couleur, blanc en hiver, pour se fondre dans la neige. Mais dans les océans, l'adaptation prend d'autres formes. Certains poissons peuvent vivre dans des eaux très froides, grâce à des protéines spéciales qui empêchent leur sang de geler. Mais dans les profondeurs, la pression est extrême, et pourtant, la vie s'y adapte, les corps deviennent souples, les structures changent. Mais l'adaptation ne concerne pas seulement le corps, elle concerne aussi le comportement. Certaines espèces migrent, elles se déplacent pour trouver de meilleures conditions, de la nourriture, de la chaleur, mais d'autres restent et modifient leur rythme. Elles ralentissent, entrent en hibernation ou en estivation. Mais cette capacité montre quelque chose d'essentiel. La vie ne cherche pas à contrôler son environnement. Elle s'ajuste, elle s'aligne, elle évolue avec lui. Mais cette adaptation n'est pas parfaite. Elle comporte des limites, des erreurs, des échecs. Certaines espèces disparaissent, d'autres apparaissent, mais ce processus est continu, sans fin. Mais au-delà de l'adaptation individuelle, il existe une adaptation collective, des systèmes entiers qui évoluent ensemble. Dans la nature,
Rien n'existe seul, chaque élément fait partie d'un ensemble, un système, un équilibre. Mais cet équilibre n'est pas figé, il est dynamique, il évolue, il s'ajuste en permanence. Ces ensembles sont appelés écosystèmes, des environnements complets où les êtres vivants et leur milieu interagissent. Mais un écosystème n'est pas seulement un lieu, c'est un réseau, un ensemble de relations entre les plantes, les animaux, les micro-organismes, mais aussi le sol, l'eau, l'air, la lumière. Chaque élément influence les autres, mais aucun ne contrôle tout. Dans une forêt, les arbres produisent de l'oxygène, ils offrent de l'ombre, ils retiennent l'eau, mais ils servent aussi d'habitat pour les oiseaux, les insectes, les champignons, mais les animaux participent aussi. Ils transportent des graines, ils pollinisent, ils modifient le sol, mais les micro-organismes sont essentiels. Ils décomposent, ils recyclent, ils transforment les matières mortes en nutriments, qui retournent au sol et nourrissent de nouvelles plantes. Mais cet équilibre repose sur des interactions, des relations, des dépendances. Mais certaines espèces ont un rôle particulier, un rôle central. On les appelle espèces clés. Leur présence maintient l'équilibre, leur absence peut tout changer. Par exemple, dans certains écosystèmes marins, les étoiles de mer contrôlent les populations. Sans elles, certaines espèces prolifèrent et déséquilibrent tout. Mais cet équilibre n'est pas toujours stable. Il peut être perturbé par des changements, des événements, des conditions extrêmes. Mais les écosystèmes ont une capacité, une résilience. Ils peuvent se reconstruire, se réorganiser, trouver un nouvel équilibre. Mais cette résilience a des limites. Mais ce fonctionnement nous montre quelque chose. La nature n'est pas une collection d'éléments séparés. C'est un système, un réseau, où chaque partie compte. Mais même dans ces systèmes, il existe des interactions plus complexes, des relations invisibles, des influences subtiles. Dans les écosystèmes, tout semble organisé, mais certaines relations ne sont pas visibles, elles ne sont pas directes, elles sont subtiles, complexes, mais essentielles, car les êtres vivants ne se contentent pas de coexister, ils interagissent, ils influencent, ils dépendent les uns des autres, mais ces relations peuvent prendre différentes formes. Certaines sont simples, d'autres plus profondes. Parfois, elles sont bénéfiques pour tous. Parfois, elles profitent à un seul. Mais dans tous les cas, elles façonnent la vie. Un exemple courant, la symbiose, une relation étroite entre deux espèces. Mais cette relation peut être différente. Dans certains cas, les deux espèces bénéficient. On parle alors de mutualisme. Par exemple, les abeilles et les fleurs. Les abeilles récoltent le nectar, les fleurs sont pollinisées, une interaction simple, mais essentielle. Mais il existe d'autres exemples, plus discrets. Dans les océans, les poissons-clowns vivent dans les anémones. Ces anémones possèdent des cellules urticantes, dangereuses, mais les poissons-clowns y sont immunisés. Ils trouvent refuge, protection, mais en échange, ils nettoient l'anémone, ils la défendent, ils créent un mouvement d'eau qui améliore son environnement. Mais certaines relations sont différentes. Un organisme bénéficie sans affecter l'autre. On parle alors de commensalisme. Par exemple, certains oiseaux suivent les grands animaux. Ils profitent des insectes, dérangés par leur passage. Mais l'animal principal n'est ni aidé, ni gêné. Mais il existe aussi des relations plus déséquilibrées. Le parasitisme. Un organisme vit aux dépens d'un autre. Il utilise ses ressources, sans lui offrir de bénéfices, mais sans le tuer immédiatement, car sa survie dépend de lui. Mais ces relations ne sont pas toujours visibles. Elles se déroulent à petite échelle, à l'intérieur des corps, dans les cellules, mais elles sont constantes. Mais au-delà de ces interactions,
il existe des influences indirectes. Une espèce peut affecter une autre, sans contact direct. Par exemple, un prédateur peut modifier le comportement de ses proies. Les proies changent leurs habitudes, leur manière de se déplacer, et cela influence tout l'écosystème. Mais ces relations créent un réseau, un système complexe où chaque action a des conséquences. Mais ces conséquences ne sont pas toujours visibles. Elles se propagent, elles s'étendent, mais elles restent liées. Mais cette complexité nous montre quelque chose. La nature n'est pas simple, elle est interconnectée. Chaque élément influence les autres, mais cette interconnexion crée un équilibre, un système qui fonctionne, mais fragile, mais adaptable. Mais dans ce système, il existe aussi des cycles, des mouvements, des transformations. Dans la nature, rien ne reste immobile. Même lorsque tout semble calme, un mouvement existe, lent, constant, invisible, mais essentiel. Ce mouvement, ce sont les cycles, des transformations continues, des échanges, des passages entre les éléments, entre les formes de vie. Mais ces cycles ne sont pas visibles à l'échelle d'un instant. Ils se déroulent sur des durées longues, parfois très longues, mais ils sont toujours présents. Le premier cycle est celui de l'énergie. Sur Terre, la principale source d'énergie est le Soleil. Sa lumière arrive, chauffe, éclaire et permet la vie. Les plantes captent cette énergie grâce à la photosynthèse. Elles transforment la lumière en matière. Elles produisent de l'oxygène, mais aussi de la nourriture. Les animaux consomment ces plantes ou d'autres animaux. L'énergie circule, elle passe d'un être vivant à un autre, mais à chaque étape, une partie est perdue, transformée. Mais ce flux ne s'arrête jamais. Mais il existe aussi des cycles de matière, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Ces cycles permettent à la matière de circuler, de se transformer, mais jamais de disparaître. L'eau s'évapore, monte dans l'atmosphère, se condense, redescend sous forme de pluie. Elle traverse les sols, les rivières, les océans et recommence. Mais le carbone suit un autre chemin. Il est présent dans l'air, dans les plantes, dans les animaux, dans les océans. Il circule, il est absorbé, libéré, transformé, mais il reste dans le système. Mais ces cycles sont liés, interconnectés. Le carbone dépend de l'énergie. L'eau influence les plantes. Tout est lié, mais ces cycles permettent quelque chose d'essentiel, la continuité, la stabilité, même dans le changement. Mais ces cycles ne sont pas parfaits. Ils peuvent être perturbés, modifiés, mais ils ont une capacité, s'adapter, se rééquilibrer. Mais cette adaptation prend du temps. Mais au-delà de ces cycles visibles, il existe aussi des cycles plus discrets, des cycles biologiques, des cycles de vie, naissance, croissance, reproduction, disparition. Mais ces cycles ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans les cycles plus grands, mais cela nous montre quelque chose. La vie n'est pas linéaire, elle est circulaire, elle revient, elle se transforme, mais elle continue, toujours. Mais ces cycles créent un rythme, un équilibre, mais aussi une forme de permanence. Le temps, nous le mesurons en secondes, en minutes, en heures, mais dans la nature, le temps ne suit pas toujours ce rythme. Il est plus lent, plus étendu, parfois presque immobile, mais il est toujours présent. Il façonne les paysages, les espèces, les écosystèmes, mais ce temps est difficile à percevoir, car il dépasse notre échelle. Une montagne ne change pas en un jour, mais sur des milliers d'années, elle se transforme, elle s'érode, elle disparaît. Mais les êtres vivants suivent aussi ce temps. Certains vivent quelques heures, d'autres plusieurs siècles. Mais cette diversité montre quelque chose. Le temps n'est pas unique, il dépend de la forme de vie. Dans les océans,
Certaines méduses existent depuis des centaines de millions d'années. Leur structure, leur fonctionnement ont peu changé. Elles ont traversé des extinctions, des transformations majeures, mais elles sont toujours là, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur elles. Mais d'autres organismes vivent très longtemps. Les arbres, certains peuvent vivre des milliers d'années. Leur croissance est lente, mais constante. Chaque année, une nouvelle couche se forme, un anneau, une trace du temps. Mais ces anneaux racontent une histoire, les conditions, les changements, les événements. Mais ce temps long existe aussi dans le sol, dans les roches, dans les océans. Mais il est invisible. Mais même à une échelle plus petite, le temps joue un rôle dans les cycles, dans les comportements, dans les adaptations. Certaines espèces synchronisent leur vie avec les saisons, avec les cycles de la lumière, avec la température, mais d'autres suivent des rythmes plus subtils, des cycles internes, des horloges biologiques. Mais ces rythmes permettent une organisation, une coordination, mais ils sont invisibles. Mais le temps peut aussi être suspendu. Comme nous l'avons vu, certaines créatures peuvent ralentir, s'arrêter presque, mais revenir. Mais ce phénomène remet en question notre perception, car pour ces organismes, le temps n'est pas continu, il peut être interrompu. Mais cela nous montre quelque chose. Le temps n'est pas une seule expérience. Il est multiple, relatif, mais dans la nature, il est toujours présent, toujours actif, mais souvent discret. Mais au-delà du temps, il existe une autre dimension, l'espace, la manière dont la vie se déplace, se répartit. Dans la nature, tout ne reste pas en place. Même les êtres vivants, qui semblent immobiles, font partie d'un mouvement, lent, parfois invisible, mais constant, car la vie se déplace, elle circule, elle migre, elle s'étend, mais ces déplacements ne sont pas toujours visibles. Certains sont spectaculaires, d'autres presque imperceptibles, mais tous ont un sens, une raison, un objectif. Dans les océans, les migrations sont immenses. Certaines espèces parcourent des milliers de kilomètres, sans carte, sans repères visibles, mais avec une précision étonnante. Les tortues marines, par exemple, naissent sur une plage et des années plus tard, elles reviennent, exactement au même endroit, comme si elles se souvenaient. Mais leur navigation repose sur des signaux invisibles, le champ magnétique de la Terre, la position des étoiles, les courants marins. Mais d'autres espèces voyagent encore plus loin. Les oiseaux migrateurs traversent des continents, des océans, des climats différents, mais ils trouvent leur chemin, année après année, avec une régularité impressionnante. Mais ces migrations ne sont pas aléatoires. Elles suivent un rythme, un cycle. Elles répondent à des besoins, la nourriture, la reproduction, la survie. Mais certains déplacements sont plus discrets. Dans le sol, les racines des plantes s'étendent, cherchent l'eau, les nutriments. Elles explorent, sans bruit, mais avec précision. Mais même les micro-organismes se déplacent. Ils suivent des gradients chimiques, des variations. Ils se dirigent vers ce dont ils ont besoin. Mais ces mouvements ne sont pas conscients. Ils sont naturels, automatiques, mais efficaces. Mais au-delà de ces déplacements, il existe des formes de dispersion. Certaines graines voyagent avec le vent, d'autres avec l'eau. Certaines s'accrochent aux animaux et parcourent des distances sans effort, mais ce phénomène permet à la vie de se répandre, d'occuper de nouveaux espaces, de s'adapter. Mais ces déplacements créent aussi des connexions entre les écosystèmes, entre les régions, mais ils permettent la diversité, la richesse. Mais ce mouvement nous montre quelque chose. La vie n'est pas statique, elle est en mouvement, toujours. Mais ce mouvement n'est pas rapide, il est souvent lent, mais constant. Mais au-delà du mouvement,
Il existe aussi une autre dimension, la perception, la manière dont les êtres vivants ressentent leur environnement. Percevoir, c'est comprendre le monde, mais chaque être vivant perçoit différemment, car les sens ne sont pas les mêmes pour tous. Ils varient, ils s'adaptent, ils évoluent selon les besoins, selon les environnements. Mais cette diversité crée des mondes différents, des réalités multiples, pour un même espace, pour un même moment. Dans les océans, la lumière disparaît rapidement, alors certaines espèces ont développé une vision particulière. Elles perçoivent des longueurs d'onde différentes. Certaines voient dans l'obscurité, d'autres détectent la bioluminescence, mais certaines créatures n'utilisent pas la vue. Elles ressentent les vibrations, les mouvements, les variations de pression, comme les requins. Ils possèdent des capteurs capables de détecter les champs électriques, les signaux produits par les muscles, par le cœur des autres animaux, même cachés, même immobiles. Mais sur Terre, les sens prennent d'autres formes. Certains animaux perçoivent des odeurs que nous ne pouvons pas détecter. Ils suivent des traces invisibles, des signaux chimiques, mais d'autres perçoivent les sons à des fréquences différentes. Les chauves-souris utilisent l'écholocation. Elles émettent des sons et analysent les échos pour se déplacer, pour chasser, dans l'obscurité totale. Mais certaines espèces perçoivent la lumière au-delà du visible. Les insectes peuvent voir l'ultraviolet. Des motifs invisibles apparaissent sur les fleurs, des guides pour trouver le nectar. Mais certaines créatures perçoivent la chaleur. Les serpents détectent les variations thermiques. Ils voient la chaleur dans l'obscurité. Mais les plantes aussi perçoivent. Elles détectent la lumière, la gravité, l'humidité. Elles orientent leur croissance. Elles réagissent, mais sans yeux, sans oreilles, sans cerveau, mais avec une sensibilité. Mais cette diversité nous montre quelque chose. La réalité n'est pas unique. Elle dépend de celui qui perçoit. Chaque espèce vit dans un monde différent, un monde adapté à ses besoins. Mais ses perceptions ne sont pas conscientes, elles sont naturelles, automatiques, mais elles sont précises, mais elles permettent la survie. Mais elles créent aussi une richesse, une diversité dans la manière de vivre. Mais au-delà des sens, il existe aussi une autre dimension, l'équilibre. Dans la nature, tout semble parfois fragile, un équilibre délicat, presque instable, et pourtant, cet équilibre existe, il se maintient, il persiste malgré les changements, malgré les perturbations, car la nature possède une capacité particulière, une capacité à s'ajuster, à se réguler, à retrouver un état stable. Mais cet équilibre n'est pas fixe, il évolue, il change, mais il reste cohérent. Dans un écosystème, les populations d'animaux ne sont jamais constantes. Elles augmentent, elles diminuent, mais elles suivent un rythme, un cycle. Par exemple, les populations de proies et de prédateurs. Lorsque les proies sont nombreuses, les prédateurs augmentent, mais lorsque les prédateurs deviennent trop nombreux, les proies diminuent, puis les prédateurs diminuent à leur tour, et le cycle recommence. Mais ce système permet un équilibre, une régulation. Mais cet équilibre ne repose pas sur un seul facteur. Il dépend de nombreux éléments, la nourriture, le climat, les interactions. Mais ces facteurs s'influencent mutuellement. Mais cette régulation n'est pas consciente, elle émerge, elle apparaît à partir des interactions. Mais dans certains cas, des espèces jouent un rôle majeur, comme nous l'avons vu, les espèces clés, mais il existe aussi des mécanismes invisibles, des régulations chimiques, des signaux, des réactions. Mais au-delà des populations, les écosystèmes peuvent absorber des changements, se reconstruire, se réorganiser. Mais cette capacité a des limites. Si les perturbations sont trop fortes, l'équilibre peut être rompu. Mais un nouvel équilibre
peut apparaître différent, mais stable. Mais cette idée nous montre quelque chose. L'équilibre n'est pas une absence de changement, c'est une capacité à gérer le changement. Mais dans la nature, cet équilibre est constant, toujours ajusté, toujours en mouvement. Mais cette dynamique crée une stabilité, une cohérence. Mais elle dépend de l'interconnexion, de tous les éléments. Mais au-delà de cet équilibre, il existe aussi des moments où tout change rapidement, des événements qui transforment profondément la nature. Parfois, la nature ne change pas lentement, elle ne s'adapte pas progressivement, elle se transforme brusquement, sans prévenir, sans transition, des événements soudains qui modifient tout, des paysages, des écosystèmes, des équilibres. Ces événements peuvent être naturels, ils font partie du fonctionnement de la Terre, mais ils ont un impact profond, immédiat. Dans certaines régions, les volcans entrent en éruption, la terre tremble, le sol s'ouvre, la lave s'écoule, elle recouvre tout, des forêts, des habitats, des formes de vie. Mais après l'éruption, tout semble vide, silencieux. Mais ce silence n'est pas permanent, car peu à peu, la vie revient, des micro-organismes apparaissent, puis des plantes, puis des animaux. Un nouvel écosystème se construit, mais différent. Dans d'autres régions, les incendies transforment les paysages, ils détruisent, ils brûlent, mais ils permettent aussi un renouveau. Certaines plantes dépendent du feu. Leurs graines ne s'ouvrent qu'à haute température. Le feu devient une étape, un cycle. Mais les tempêtes, les inondations, les sécheresses modifient aussi les environnements. Ils déplacent, ils détruisent, mais ils redistribuent, ils réorganisent. Mais ces événements peuvent sembler destructeurs, et ils le sont, mais ils font partie d'un processus, d'un équilibre plus large. Mais ce qui est important, c'est la capacité de la vie à revenir, à s'adapter, à reconstruire. Mais ces transformations peuvent être rapides, comparées au rythme habituel, mais elles laissent des traces, des changements durables, mais elles créent aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux espaces, de nouvelles formes de vie. Mais cela nous montre quelque chose. La nature n'est pas toujours douce. Elle peut être intense, puissante, mais elle reste cohérente. Mais au-delà de ces événements, il existe aussi des transformations plus lentes, mais tout aussi profondes. Après le changement, après la transformation, après le silence, vient un autre moment, plus discret, plus lent, mais essentiel, la régénération. Car la nature ne reste jamais vide, même après les événements les plus intenses, la vie revient, elle s'installe, elle reconstruit. Mais ce processus n'est pas immédiat, il est progressif, étape par étape, un phénomène appelé succession écologique. Au début, l'environnement est simple, presque vide, le sol est pauvre, les conditions difficiles, mais certaines formes de vie peuvent s'y installer. Les premières, on les appelle les espèces pionnières, des organismes résistants, adaptés, capables de survivre, là où d'autres ne peuvent pas. Souvent, ce sont des mousses, des lichens, des plantes simples, mais leur rôle est fondamental. Elles modifient le sol, elles apportent des nutriments, elles retiennent l'humidité et peu à peu, elles rendent l'environnement plus accueillant. Puis, d'autres espèces apparaissent, des plantes plus complexes, des insectes, des animaux. Chaque étape prépare la suivante, mais ce processus prend du temps, parfois des années, parfois des siècles. Mais il suit une direction vers plus de complexité, plus de diversité. Mais ce processus n'est pas rigide, il peut être interrompu, modifié, mais il reprend, il continue. Mais à la fin, un nouvel équilibre apparaît, un écosystème mature, stable, mais différent de celui d'avant. Mais cette régénération montre quelque chose. La nature possède une capacité à reconstruire
mais pas à l'identique, à se réinventer. Mais ce processus n'est pas visible. Au quotidien, il est lent, discret, mais constant. Mais même à petite échelle, ce phénomène existe. Une plante qui repousse, un sol qui se recompose, un organisme qui guérit, mais cette capacité est essentielle. Elle permet à la vie de continuer, malgré les perturbations. Mais cette régénération nous rappelle aussi que la nature n'est pas figée. Elle est en mouvement, mais un mouvement calme, progressif. Mais au-delà de cette régénération, il existe une autre dimension, plus globale, plus vaste. Si l'on prend du recul, si l'on s'éloigne, progressivement, la Terre change, les détails disparaissent, les formes deviennent simples, les paysages se fondent, mais quelque chose apparaît, une vision globale, une image plus vaste. La Terre comme un tout, un système unique, un ensemble cohérent, où chaque élément est lié aux autres. Mais cette vision ne se limite pas à la surface, elle inclut l'atmosphère, les océans, les continents, mais aussi la vie dans toutes ses formes. Ce système est parfois appelé la biosphère, l'ensemble de tous les êtres vivants, mais aussi de leurs interactions avec l'environnement. Mais la biosphère n'est pas isolée, elle dépend d'autres systèmes, le climat, la géologie, les cycles chimiques. Tout est lié, mais ces interactions créent un équilibre global, un fonctionnement, une dynamique, mais cet équilibre n'est pas parfait. Il fluctue, il évolue, mais il reste fonctionnel. Mais cette vision montre quelque chose. La vie n'est pas dispersée, elle est connectée à l'échelle de la planète. Mais certaines zones sont plus riches, plus actives, comme les forêts tropicales, les récifs coralliens, des lieux où la diversité est immense. Mais d'autres zones sont plus calmes, plus simples, mais tout participe, tout contribue, mais cette vision globale nous permet de comprendre les grands équilibres, les grandes interactions, mais elle révèle aussi la fragilité, car ce système dépend d'un équilibre, d'un ajustement constant. Mais malgré cette complexité, la Terre reste stable, habitée, vivante. Mais cette stabilité repose sur des processus que nous avons explorés, les cycles, les interactions, les adaptations. Mais cette vision globale nous invite à observer autrement, à voir la Terre, non pas comme un ensemble de lieux, mais comme un système, un tout. Mais au-delà de cette vision, il existe une autre dimension, plus personnelle, plus simple. Après avoir observé la nature à grande échelle, après avoir exploré ces systèmes, ces cycles, ces transformations, il est possible de revenir doucement vers quelque chose de plus proche, plus simple, plus intime, car la nature n'existe pas seulement à distance, elle est présente autour de nous, dans les détails, dans les petits moments, dans ce que nous ne remarquons pas toujours. Mais lorsque l'on ralentit, lorsque l'on observe sans chercher, quelque chose change. Le regard devient plus calme, plus attentif, plus ouvert. Un simple mouvement de feuilles peut devenir intéressant. Un bruit léger peut attirer l'attention. Mais cette observation ne demande pas d'effort. Elle ne demande pas de comprendre. Elle demande simplement d'être présent. Mais dans cet état, les choses apparaissent différemment. Les détails deviennent visibles, les formes plus précises, mais aussi plus simples. Mais cette perception n'est pas liée à la connaissance, elle est liée à l'attention. Mais cette attention peut être apaisante, car elle ne force rien, elle ne cherche rien. Elle observe, mais cette manière de voir peut transformer l'expérience, car la nature n'est plus un objet, elle devient un espace, un environnement, mais aussi un moment. Mais ce moment peut être calme, silencieux, stable. Mais dans ce silence, il y a une présence, une continuité. Mais cette continuité rappelle quelque chose. La nature est toujours là, même lorsque nous ne la regardons pas, même lorsque nous n'y pensons pas. Mais en y revenant,
En observant, quelque chose se reconnecte, mais cette connexion n'est pas intellectuelle. Elle est simple, directe, mais elle peut apporter une sensation, un calme, une stabilité, mais cette expérience est accessible à tout moment, sans condition. Mais elle dépend du rythme, du ralentissement. Mais dans ce ralentissement, le monde devient différent, plus doux, plus silencieux. Mais cette perception nous ramène à l'essentiel. Mais au-delà de cette expérience, il reste une dernière étape, une conclusion. Pas une fin, mais un retour. Alors que ce voyage, à travers la nature, touche doucement à sa fin, le rythme ralentit encore. Les images deviennent plus douces, plus légères, moins précises, comme si tout commençait à s'éloigner. Mais rien ne disparaît vraiment. Tout reste, présent, mais plus calme, plus silencieux. Depuis le début, nous avons observé, exploré, découvert, mais sans jamais forcer, sans jamais accélérer. Car la nature ne se précipite pas, elle avance lentement, mais avec constance. Mais ce rythme peut être ressenti si l'on prend le temps, si l'on ralentit. Mais maintenant, il n'y a plus rien à comprendre, plus rien à analyser, seulement ressentir, laisser les images passer doucement, comme des nuages, comme des vagues. Mais ces images peuvent rester floues, calmes, paisibles. Mais la nature n'a pas besoin d'être expliquée, elle existe, simplement. Mais dans cette simplicité, il y a une profondeur. Mais cette profondeur ne se mesure pas, elle se ressent. Mais à mesure que le voyage se termine, le silence devient plus présent, plus profond. Mais ce silence n'est pas vide, il est rempli de calme, de stabilité. Mais dans ce calme, le corps se détend, les pensées ralentissent, mais sans effort, naturellement. Mais la respiration devient plus lente, plus régulière, plus douce. Mais il n'y a rien à faire, rien à contrôler, seulement laisser faire. Mais la nature reste là, même si les images s'éloignent, même si les détails disparaissent. Elle continue, silencieuse, constante, mais cette présence peut accompagner, doucement. Mais maintenant, il est temps de ralentir encore, de laisser les pensées se poser, se calmer, mais sans les retenir, sans les suivre, juste les laisser passer. Mais ce moment est simple, calme, paisible, mais il peut durer, autant que nécessaire. Mais dans le prochain chapitre, le dernier, nous allons simplement rester dans ce calme et laisser le voyage se terminer doucement. Le voyage s'apaise, les mots deviennent plus lents, plus espacés, comme si tout s'installait dans le silence. Il n'y a plus rien à chercher, plus rien à comprendre, seulement être là, dans ce moment, calme, stable. Depuis le début, nous avons traversé la nature, ses profondeurs, ses mystères, ses formes de vie, ses transformations. Mais maintenant, tout cela peut s'éloigner doucement, comme un paysage qui disparaît à l'horizon. Mais rien n'est perdu, tout reste, quelque part, mais sans effort, sans tension, comme une trace légère. Mais la nature continue, toujours, silencieuse, constante. Les océans respirent lentement, les forêts restent immobiles, les vents passent doucement. Mais tout cela n'a pas besoin d'être vu, ni entendu, seulement ressenti. Mais ce ressenti est simple, calme, apaisant. Mais le corps peut se détendre encore, les épaules se relâchent, le visage se calme, la respiration ralentit encore un peu, doucement, sans forcer. Mais chaque respiration devient plus profonde, plus régulière, comme un rythme naturel. Mais il n'y a rien à faire, rien à contrôler. Tout se fait, seul. Mais les pensées peuvent encore apparaître, c'est normal. Mais elles passent, elles s'éloignent, comme des nuages, lentement, sans résistance. Mais entre ces pensées, il y a des espaces, des moments de calme,
de silence. Et ces moments peuvent s'agrandir, devenir plus présents. Mais ce silence est confortable, stable, sûr. Mais la nature est toujours là, en arrière-plan, comme une présence douce. Mais elle n'impose rien, elle accompagne. Simplement, mais maintenant, le corps devient plus lourd, plus calme, plus reposé, comme s'il s'enfonçait doucement dans un espace tranquille. Mais cet espace est sûr, paisible. Mais le temps ralentit encore. Les secondes deviennent longues, douces, mais il n'y a plus de rythme, plus d'attente, seulement le moment présent. Mais ce moment peut s'étendre, se prolonger, sans fin. Mais maintenant, il est possible de lâcher complètement, de laisser tout se poser, de laisser le sommeil venir doucement, naturellement, sans effort. Mais la nature reste là, silencieuse, stable, comme un fond apaisant. Mais il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à dire, seulement ce calme, ce silence, cette présence. Alors, laisse-toi porter, doucement, vers le repos, vers le sommeil. Bonne nuit.